Anna, merci beaucoup d'être au micro de Legend Ladies pour ce format de podcast live qu'on tourne donc chez Maison 123 avec les membres de Circle. On va parler ensemble de ton parcours, on va parler de ton dernier livre énorme que tu as publié donc en janvier 2025, de ton cheminement, de la suite aussi, de où tu en es aujourd'hui. Et puis, on prendra quelques questions de l'audience, mais qui seront juste pour nous, dans le cadre du réseau de Circle. Alors, la traditionnelle question sur le podcast, Anna, c'est tout simplement commencer par le commencement et nous dire en quelques mots comment tu as grandi, quel genre d'éducation tu as eu. En quelques mots, une éducation assez rigide. J'ai eu des parents, grosso modo, on peut être caricatural en disant que mes parents étaient des gauchistes libertaires des années 70. Mais ils étaient comme ça parce que j'avais des grands-parents, pour le coup, hyper traditionnels, hyper de droite, des familles de la haute bourgeoisie traditionnelle. Et donc, j'ai eu les deux. J'ai reçu, mais en tout cas, ils étaient tous d'accord sur un point, c'est qu'ils étaient rigides. Donc, j'ai eu une éducation assez sévère, très exigeante. Et donc, toi, on ne fait pas n'importe quoi comme métier, on doit lire énormément, on doit, enfin voilà, il y a un certain nombre d'exigences. Quand j'ai appris à mes parents que j'allais faire médecine, ils ne m'ont pas adressé la parole pendant 3 semaines, sans exagération. Parce que c'était pas un bon métier ? Parce que c'était déshonorant de faire médecine. Voilà. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils imaginaient alors ? Ils voulaient, j'étais prise dans une grande prépa parisienne, et donc pour eux c'était évident, il fallait que je fasse normal sup, et il fallait que je continue, voilà, que je vive avec uniquement ma tête. Et c'est pas du tout ce que j'avais comme projet. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier ? Alors, c'est ça qui est le plus fou. Non, si, ma mère était une helléniste, enfin, elle était vraiment spécialiste de grec ancien et de latin. Et mon père, il n'a jamais rien fait, mais parce que c'était aussi des trucs où ils pouvaient ne pas faire. Parce ils profitaient, c'était gauchistes un peu en peau de zébu, j'espère qu'ils ne vont pas écouter ça. C'est qu'ils pouvaient être gauchistes, puisqu'il y avait les moyens. Des autres qui avaient bossé comme des chiens. Mais donc, ils faisaient rien. Je suis hyper sévère. Oh là là. Déjà, ça commence mal, j'ai envie de dire qu'il faut effacer la moitié. Ça commence mal. Pourtant, j'ai pas bu, hein. Je précise. Et ton père, il était, entre guillemets, du coup, père au foyer ou pas ? Non, il a quand même pris un boulot alimentaire. Okay. Il était hyper intelligent, donc il a trouvé un boulot alimentaire qu'il faisait et qui fait que... mais il a très peu travaillé dans sa vie. D'accord. Tu es fille unique ? Fille unique, absolument. Et dans cette rigidité que tu décris de la part de tes parents, de tes grands-parents, comment se passe l'école ? Est-ce que tu es bonne élève ? Oui, pas le choix. Oui, je suis évidemment bonne élève. Je ne fais pas d'histoire, quoi. Un peu feignante, un peu procrastinateuse. Enfin, c'est-à-dire que j'accélère quand est-ce qu'il faut accélérer. Donc, je suis même une très bonne élève. Non, il n'y a pas de problème avec l'école. Tu pousses pas, mais tu fais le minimum syndical et comme tu as des facultés, tu te débrouilles bien. Oui, ça marche très bien. Ok. Est-ce que tu as un souvenir, ou plusieurs d'ailleurs, mais quand on parle de ton enfance, de ton adolescence, est-ce qu'il y a un souvenir marquant qui te vient à l'esprit ? Oui, il y en a plein, évidemment. De mon enfance et de mon adolescence. Non, difficile à dire. Je suis une petite fille très à part, puis une adolescente assez à part, mais assez heureuse au fond, bizarrement. Non, je dirais petite fille malheureuse, adolescente très heureuse, parce que j'ai beaucoup aimé les garçons, et j'aimais beaucoup la fête et tout ça, donc une adolescente assez heureuse. Petite fille un peu moins, j'étais très dans mon monde, je vivais à l'intérieur de mon monde, quoi. Ouais. Et donc l'adolescence, tu t'es ouvert au monde, et ils t'ont laissé tes parents sortir, voir des garçons ? Non, pas du tout, je mentais et tout ça, c'était une catastrophe. Je faisais le mur, enfin pas le mur, mais je partais de chez moi sans leur dire, évidemment. Ok, mais tu arrivais quand même à vivre ta vie ? Ah, je vivais ma vie, ouais. Ok, dans la rébellion, dans la transgression, du coup. Oui, mais sans qu'ils le sachent. Une fois, j'ai été chopée, mon père m'attendait comme ça dans le noir à 3h du matin dans la cuisine. Bon, là, c'est mal passé. Mais en même temps, c'est parce qu'ils étaient trop rigides. J'avais pas le droit de sortir, j'avais plus de 18 ans. Ça peut créer l'effet inverse. Bah non, mais c'était ridicule. Alors, je vais, comme évidemment, tu le mentionnes forcément sur un sujet un peu émotionnel, c'est ton père qui est décédé. Quelle est la relation que tu as tissée avec lui ? Parce que tu en parles dans ton livre, tu en as parlé dans les interviews aussi. J'ai l'impression, mais tu vas nous dire que c'est un deuil qui était presque impossible à faire parce que ça a été un amour qui était tellement... Incroyable. Enfin, vraiment, c'est ce que je dis toujours, c'est que je souhaite à tout le monde d'avoir eu un père comme le mien. Enfin, il m'aimait tellement que c'est extraordinaire d'être aimé comme ça dans sa vie une fois. Ressentir ça, c'est extraordinaire. Bon, après, il faut retrouver cet amour-là, ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais en tout cas, j'ai été follement aimée par mon père et je pense que c'est une grande chance. Le problème, c'est qu'il est mort trop jeune, cet abruti, parce qu'il ne faisait pas ses dépistages de cancer colorectal. Mais de fait, c'était un type super doux, gentil. J'avais pas peur du monde puisqu'il était là, quoi. Mon monde, c'était lui. Et tu avais toujours cette proximité avec lui ? Vous parliez beaucoup ensemble ? Ah oui, on déjeunait, enfin, même quand j'étais étudiante, il est mort assez vite, mais quand j'étais très jeune étudiante, on déjeunait ensemble au resto, enfin, en plus de la vie familiale qu'on avait par ailleurs.
On était extrêmement complices. Je l'appelais tout le temps. Oui, on s'appelait tout le temps. Alors qu'avec ma mère, je n'ai pas du tout cette relation-là. C'est autre chose. Je sors de son ventre, c'est une relation très proche, mais qui n'est pas la même relation, quoi. Et ça, forcément, être regardé comme ça par ce père, ça a conditionné beaucoup de choses. Extraordinaire. C'était une merveille. Ouais, ça donne une confiance en soi extraordinaire. Comment est-ce que tu choisis de devenir sage-femme? Tu dis que tu te lances finalement dans des études de médecine. C'est pas très bien vu par tes parents, mais tu y vas quand même. Ouais. Et comment ça se passe et comment tu deviens très sage-femme? Bien. Je choisis d'être sage-femme, parce que c'est le même concours. Donc tu rentres en médecine, tu sais que tu veux être sage-femme? Ah oui. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais faire des naissances, ça c'est sûr. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une cousine qui est anesthésiste et qui m'a dit, mais si tu veux faire des naissances, c'est pas les gynécos qui les font, c'est les sages-femmes. Donc voilà, ça c'était évident pour moi que... Et pourquoi les naissances Je sais pas, c'était un moment où, c'est un moment, la naissance ou la mort d'ailleurs, parce qu'on côtoie beaucoup la mort aussi, c'est un moment où il y a un mélange de sciences pur jus, de sciences médicales, et à la fois de métaphysique et d'être confronté au grand mystère. Et puis en plus, d'être dans la chance d'être auprès des femmes dans des moments très importants de leur existence. Donc moi, j'aimais ce mélange philo-science. Ça paraît pas évident, comme ça, les gens me regardent, me disent « bon, sage-femme, quel rapport ?» Mais je vous assure que si, il y a vraiment un côté dans la sage-famerie je dis de métaphysique à portée de gants, quoi. Enfin, quand vous faites naître un enfant, quand vous aidez, vous accompagnez à une naissance, et que vous sortez la tête d'un enfant, il y a vraiment la vie qui vous pète dans les mains. Il y a un truc... Enfin, moi, je m'en lasse pas. C'est juste... Il y a rien de plus grand au monde, quoi. Ou même de bercer un enfant qui va mourir. Enfin, c'est un métier très, 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 très fort. Et profondément humain, évidemment. Ah, c'est le plus beau métier du monde. Et donc, comment se passent ces études de médecine? Comment se passent, par exemple, tes premières naissances? Enfin, est-ce que tu... Oui, j'imagine que tu te souviens de ta première naissance? Ah oui, je m'en souviendrai toute ma vie. La première que j'ai fait en tant qu'étudiante et la première que j'ai fait en tant que sage-femme. Parce que c'est combien d'années d'études jusqu'à devenir sage-femme? C'est 6 ans. Ok, d'accord. Ah oui, je m'en rappellerai. Oui, je me rappelle, c'est des trucs qui sont gravés dans ma mémoire. Moi, je suis dans ma promo, elles sont pas mal tombées dans les pommes à leur première naissance. Moi, je fais partie de celles qui sont pas tombées dans les pommes, mais je suis restée genre... mais vraiment estomaquée, sidérée. Je me suis dit, c'est une blague. Ouais. Parce qu'on a une vision de l'accouchement qui est celle qui a été donnée dans les films. J'étais un bébé, j'avais 18 ans, hein, ouais. 18-19 ans. Oh, je vois ce visage sortir d'un sexe. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Non, vraiment, j'étais médusée au fond de la pièce. Je pouvais même pas ouvrir la bouche, quoi. Ah ouais. Et puis en plus, je suis sortie de là, il était genre 9h du mat. La garde avait commencé à 8h. Et là, la sage-femme m'explique qu'il va y en avoir 4 comme ça dans la journée. Je me dis, mais non, mais je vais crever. Je vais pas tenir. Je peux pas tenir. Elle est folle, elle. Plus les réanimations, plus les urgences. Je dis, mais c'est quoi ce métier de fou? Ouais. Mais en même temps, j'ai su tout de suite, je me suis dit, ok, là, je suis à ma place sur cette terre, c'est ok. Donc, tu avais à peu près quel âge quand tu commences en tant que sage-femme? Quand tu commences vraiment les mains dans le cambouis, 19. Ok. Ah ouais, donc jeune en fait. Ouais, premièrement, périnatale, j'ai 20 ans. Enfin, toi, ça va. Voilà, je voulais te demander, vite. C'est ce que tu disais, tu côtoies la vie, mais tu côtoies évidemment aussi la mort. Il paraît que c'est le pire cauchemar des sages-femmes, là, ça peut être la mort des mères. Ouais. Et ça peut aussi évidemment être la mort des nouveau-nés. Ça, les premiers ou les premières, comment tu accuses le choc, quoi? Ah, c'est fou. C'est fou. Non, mais ça, puis ça, tu t'y attends pas. Et surtout qu'en plus, il n'y a même pas de récit dans l'espace public. Ouais. Enfin, c'est le tabou dans le tabou dans le tabou, la mort des enfants. Et je m'en remets pas, tu vois. Je porte ces histoires avec moi, avec ces bébés. Enfin, c'est vraiment... je dis mes bébés, tu vois, c'est pas mes bébés, mais... J'ai une chapelle en Corse où je vais me recueillir, où je pense à ces histoires, je réécris aux parents à ces moments-là, etc. Mais de toute façon, eux m'écrivent. Mais non, c'est la mort sur un visage comme ça d'enfant, c'est un truc qui n'est même pas descriptible tellement c'est injuste et fou et tout ce que tu veux, quoi. Mais c'est beaucoup plus fréquent, ouais, quoi, on le pense. Ouais. En tout cas, pour nous, c'est fréquent. Et c'est encore un tabou. Hyper tabou. À quel moment tu prends conscience des conditions dont on a pas mal parlé dans l'espace public ces dernières années, mais des conditions problématiques du métier de sage-femme? Est-ce que tu as une prise de conscience au fil de l'eau ou est-ce que finalement ça arrive assez tardivement? Non, ça arrive assez vite. Je comprends tout de suite que c'est un métier qui est extrêmement exigeant physiquement et psychiquement et que les conditions de travail dans lesquelles on évolue sont extrêmement difficiles et qu'elles se dégradent et c'est pas du tout pour faire « Ah, au secours, on va tous mourir ». Mais de fait, elle se dégrade d'année en année, puisque la puissance publique se dégrade d'année en année. Et donc, voilà. Et donc, c'est des conditions d'exercice qui sont très difficiles. Et c'est pour ça qu'on tient très peu de temps, hein, les sages-femmes. On a une espérance de vie qui est vraiment très, très courte. Je crois qu'il faudrait regarder les chiffres, mais je crois que c'est à peine 10 ans. Dans le métier, ouais. Ouais. Pour des reconversions après qui sortent du médical ou Ouais, des trucs qui n'ont rien à voir.
Toi, tu exerces toujours ? Moi, j'exerce toujours. Ok. Ouais. Parce que tu as développé donc, au fil des années plusieurs casquettes, chroniqueuse notamment sur l'émission des maternelles, autrice, podcast, ton activité de sage-femme, mais je pense que là, tu as encore 5 autres palettes que je connais pas et qu'on va pas forcément citer. Tu es aussi mère de 2 enfants qui ont 7 et 9 du coup. Comment t'agences ton quotidien, tes semaines par rapport à toutes ces activités assez prenantes ? Alors moi, j'ai un côté très monacal. C'est-à-dire, en fait, je suis comme un moine. C'est-à-dire, tout est très organisé. Et grosso modo, 4 jours par semaine, je me lève à 5 heures pour écrire. Ah oui, 5 heures. J'écris de 5 à... donc mes journées commencent à 5 heures, mais du coup, je me couche très tôt. Très tôt, c'est quoi ? 21 heures. Ok. Et après, il y a 3 autres soirs où je sors, parce que j'aime beaucoup sortir. Et donc là, j'ai le droit de me lever plus tard. Mais après, du coup, je travaille tout le temps. Enfin, je travaille énormément, je ne peux pas mentir. Je vais pas mentir. Oui, donc tu as un rythme en fait qui est Je travaille comme une différent. folle. Mais en même temps, j'organise un peu mes journées comme je veux. Et donc, j'ai la possibilité de voir pas mal mes enfants. Oui, ce qui te permet de trouver beaucoup. un équilibre et de continuer aussi à sortir et voir tes amis. Ouais, ça c'est fondamental. Sinon, je meurs. Ne pas être obligé de choisir, quoi. Ouais. Enfin, si, je choisis, non, mais bien sûr. Oui, mais tu continues Mes quand amis, même là, s'ils pouvaient intervenir, ils diraient « Ouais, elle ne nous répond jamais. » Donc, dans ton livre énorme dont je parlais, tu racontes cette prison dans laquelle tu t'es trouvée enfermée depuis 2013, puisqu'en très peu de temps, tu auras pris jusqu'à 58 kilos, et tu dis les chiffres, et je pense que ce n'est pas anodin dans ton livre, enfin, tu les écris. Tu atteins le poids de 126 kilos. Évidemment, tout ça n'arrive pas par hasard, et on le comprend justement au fil des pages, mais coup de projecteur d'abord peut-être sur le déclic. Ce déclic qui s'est fait suite à une discussion avec Agathe Le Caron, qui à l'époque est la présentatrice des maternelles, qui est donc ta boss, mais aussi ton amie. Est-ce que tu peux nous raconter, tu le décris dans le livre, comment s'est passé ce moment ? Et je trouve ça hyper fort parce qu'on peut être très proche des gens et ne pas oser leur dire certaines choses. Et quand on le reçoit, ça peut être vu peut-être comme une blessure, mais aussi comme un acte d'amour. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter ce moment ? Donc Agathe Le Caron, effectivement, je travaille avec elle, c'est une amie, et on déjeune très souvent ensemble. Et là, elle veut qu'on déjeune, mais je sais pas, il y a un truc un peu sévère en elle que je comprends pas trop. Donc je me dis, elle veut me virer des maternelles, enfin elle veut me dire qu'on change de chroniqueuse, ce qui est bien normal après toutes ces années. Donc moi j'y vais en me disant, bon, bah, elle va me virer. Et puis je vois en arrivant qu'elle a un air sévère, enfin un air que je lui connais pas trop, quoi. Donc, je me dis, bon, bah d'accord, c'est mort et tout. Et puis elle me dit, bon, il faut que je te dise quelque chose, je t'aime très fort. Je dis, oui, bon, ok, elle va vraiment me virer. C'est sûr. Ce poids, c'est plus possible, j'ai pas envie que tu meurs, donc tu vas maigrir. Voilà, elle me le dit comme ça, cash. À noter qu'elle sait quand même que, 1, j'ai des problèmes de santé qui sont liés à ce poids, et que 2, elle sait que je souffre de ce poids, et elle sait qu'avant j'étais mince et nanana. Et donc elle me dit ça, moi, c'est comme si elle me projetait contre un mur, hein, enfin vraiment avec une violence de folie, quoi. Mais elle m'a sauvé la vie. Tu réagis bien tout de suite ? Ah non, j'ai vraiment pleuré, ce qui ne m'arrive jamais pendant 24 heures. Enfin, quasiment, juste me suis arrêtée pour dormir, quoi. Je me suis pesée, j'ai fait, putain, Anna, t'es dans une merde. Tout d'un Parce coup, que tu te pesais pas ? Ah non. Et là, je fais, putain, t'es dans la merde, ma poule. Comment tu vas te sortir de là ? Tu t'étais rendu... Je rigole, mais parce que c'était tellement dramatique, en fait, que tu te dis, bah ça y est, je suis foutue, quoi. Il n'y a plus rien à faire, quoi. Avec le recul, tu te dis que tu as fait un déni, c'est-à-dire que tu te regardais pas vraiment, tu te pesais pas. Si on veut interpréter ça en termes psychiatriques ou je sais pas quoi, on dirait que je me suis dissociée, quoi. Il y avait mon corps qui vivait d'un côté et moi qui vivais de l'autre. Je rigole, évidemment, tout ça n'est pas du tout, parce que je rigole facilement, mais tout ça n'est très sérieux. Puis maintenant, j'en parle avec plus de... Oui, donc là, elle te met face au réel. Ouais. Et une fois que tu as pleuré pendant 24 heures, tu as ce... Je me dis, ok, je vais me sortir de là. Ok, je suis malade. Alors ça change tout de me dire, je suis malade et je vais me soigner. Et d'autres personnes t'avaient parlé d'une manière... Ok. Zéro. Et ton conjoint avec qui tu vis depuis... Non, il m'a jamais parlé, mais parce qu'il savait pas comment attraper le truc, quoi. Ouais. C'est pas simple, hein. Non. Pour l'entourage aussi, de dire les choses et de... C'est pas simple. Ouais. Mais après, je pense que la posture d'Agathe qui était de dire « je t'aime et c'est parce que je t'aime et si ça se trouve, on n'en parlera plus jamais, mais je te le dis je pense que c'est la bonne posture. Moi, je le fais avec... Il y a beaucoup d'amis alcooliques dans l'entourage de mon mari, parce que c'est des alcooliques mondains, et ben je le fais maintenant, rien à foutre. Et les réactions dépendent de personne. J'en ai sauvé 3, c'est pas beaucoup. Ouais, bah quand même. Mais c'est pas mal. Qui sont en cure et tout. Voilà. Donc moi, je pense que ça vaut le coup quand même de dire. Oui, puis je trouve que c'est un acte au moins d'amitié, voire d'amour, parce que tu prends le risque quand même d'être rejeté, voire détesté. Exactement. Mais tu le fais. Ouais. C'est courageux. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur la manière dont tu as fini par comprendre en fait d'où est venu ce que tu mentionnes, c'était l'obésité, cette obésité, parce qu'elle résulte à la fois de traumatismes que tu as vécu, et je voudrais qu'on s'y arrête parce que c'est trop important pour juste le citer. Tu as vécu 2 viols plusieurs années auparavant. Ouais.
Tu avais aussi vécu, on va pas mettre ça sur le même plan, mais tu avais vécu, en tous les cas dans ton corps aussi, de fausses couches. Ouais. Il y a là-dedans, et tu le mentionnes, une forme de culpabilité, notamment sur un des viols. Tu culpabilises parce que tu étais ivre, en fait, Ouais. au moment où ça arrive. Donc, il y a cette culpabilité que tu portes. Il y a évidemment le deuil alors de ton père, qui était presque impossible à faire. Comment, ça fait beaucoup de choses, mais comment, au fur et à mesure, tu as mis le doigt sur tout ça? Et est-ce que tout est responsable de cette prise de poids ou comment tu as... En fait, c'est ce en travail. écrivant, c'est-à-dire en me disant que j'allais m'en sortir et que j'allais me sevrer du sucre et tout, et voilà. Je me suis dit, putain, bon sang, mais c'est bonsoir, comment j'ai pu prendre 58 kilos, quoi? Enfin, meuf, qu'est-ce que t'as branlé? Et donc, en fait, j'ai vu des psys, certains, j'ai eu la chance de tomber sur des gens très compétents, et qui, eux, m'ont dit, bon, maintenant, ça suffit de dire, on s'en fiche de ça, on s'en fout de ça, etc. Ils m'ont dit, non, maintenant, c'est terminé. Donc, avec beaucoup de fermeté. Donc après, c'est une analyse a posteriori, c'est toujours facile. Moi, je pense qu'effectivement, dans cette année où il y a eu tous ces événements atroces, j'ai dû faire... Sur quelle période à peu près? Même pas en quelques mois, quoi, en un an. Mhm. Je pense que j'ai dû, à mon avis, je pense que j'ai dû faire une dépression extrêmement sévère. Mais comme j'étais successful, que je faisais plein de trucs et tout, les psys, en plus je les connaissais, c'était des potes, des machins, ils ont dit, mais Anna, tu fais pas une dépression, t'as vu tout ce que tu fais. Et je pense que c'est ça le truc. Ouais, et puis est-ce que tu penses que le fait que tu aies un caractère affirmé et Ouais. contribuer aussi au fait Ouais, que les gens vont pas forcément prendre la brèche de la personne, entre guillemets, qui a été victime de quelque chose, qui souffre de Oui. quelque chose. Et puis je pense même maintenant qu'avec ce que je découvre sur enfin a priori je suis autiste, etc. Donc j'ai un côté très... Enfin je disais, non mais les viols on s'en fout quoi. Mm. Donc ça c'est... Tu disais ça en parlant de toi? Parce que Mais en même temps j'étais très pragmatique, tu vois, j'avais fait les analyses médicales, les prises de sang, qui avaient attesté que j'avais été droguée, les machins, les tout quoi. Mais en même temps je disais, non c'est pas grave ça. Moi, la mort de papa, bon allez hop, on avance, Ouais. on continue quoi. Ouais, on avance, Tu vois, il y a on un continue. côté... Et ton rapport au travail aussi, qui était intense. Je ne sais pas si on peut le qualifier de pas sain à un moment donné, parce qu'il a peut-être contribué aussi à tout ça, mais tu te plongeais à 300% dans le Ouais, boulot. mais alors ça après je sais pas trop faire avec les gens, c'est-à-dire que il y a des gens qui arrivent à exercer la médecine avec une certaine forme de distance ou en étant un peu en retrait. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ce métier, c'est pour rester en retrait. J'ai vraiment, je pense à ces médecins de campagne qui exerçaient il y a 100 ans en France et qui étaient à fond avec leurs patients. Moi, je veux être cette personne-là. Je veux pas être métro boulot dodo. Ça ne m'intéresse pas d'exercer la médecine comme ça. C'est une autre voie possible. Hein. La plupart des gens l'exercent comme ça d'ailleurs, mais moi, c'est pas possible. Ça m'intéresse pas. Et on sent dans le livre que tu avais besoin aussi de cette intensité. Tu dis à un moment donné Moi, j'adore la vie quelque intense. chose comme tout dans ma vie a été énorme ou est énorme, presque comme si c'était pas forcément choisi, mais que... Oui, moi, j'aime beaucoup l'intensité. Mm. Dans la fête, dans l'amour, dans tout. J'aime l'intensité. Alors, la manière dont tu, j'allais dire, remontes la pente, mais dont tu entames en fait cette perte de poids, il y a le sujet de l'addiction au sucre, parce que c'était vraiment ça qui était chez toi une addiction, où tu attendais ton heure comme quelqu'un qui attend sa dose, etc., vers 17h pour aller t'acheter tes sucreries à la boulangerie, etc., même que t'emportais de manière un peu honteuse, mais en week-end quand tu partais, pour être sûr d'avoir la quantité de sucre, etc. On sait que c'est une addiction, et je trouve que c'est un peu déguisé, on n'en parle pas tellement comme une addiction aussi forte dans l'espace public. Comment est-ce que tu commences ce travail-là? Parce que certes, il y a le côté de « ok, je vais couper le sucre parce que sinon je vais mourir », comme tu le disais, mais il y a aussi le côté psychologique. C'est-à-dire que tu parlais de dissociation. Comment tu as fait ce travail? Enfin, sur quoi tu as travaillé psychologiquement pour tenir, en fait, pour réussir à arrêter de manger du sucre? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un besoin physiologique qui est très fort, mais pas que. Ah ben là, Il y a le réconfort, il y a tout ce que ça j'étais amène. décidée, je sais pas, j'étais décidée quoi. Je sais pas comment dire, mais et puis surtout, je voyais un jour après l'autre. Puis surtout, ça avait été tellement dur d'arrêter. Les premiers jours étaient tellement durs que je me suis dit, ah non, mais je peux pas recommencer ça. En fait, c'est la peur de devoir recommencer un sevrage. C'est-à-dire, j'ai tellement vécu l'enfer. La clope à côté, c'est une promenade de santé d'arrêter la clope, c'est trop facile. Je me suis dit, ok, bon, mais meuf, tu peux pas recommencer ça quoi. Et je pense de fait que le trouble du spectre autistique aussi fait qu'on a des intérêts restreints, des obsessions. Et que du coup, en fait, je me suis branchée sur ce truc-là. Et donc, j'avais tout un univers. Ah oui, les effets du sport, les effets du sucre. Je suis devenue une spécialiste, un truc de fou. Vous pouvez m'interroger, je suis devenue hyper forte sur tous ces sujets. Oui, en fait, tu l'as fait à fond. Mais comme d'ailleurs, tout c'est ce que comme tu le fais. postpartum, la ménopause. En fait, je prends un sujet Ouais. et je suis obsessionnelle. Et je vais fouiller tout ce qu'il existe de connaissances sur un sujet donné. Oui, tu te fais à fond comme tout ce que tu fais. Et Voilà, donc là, c'est c'était ça. dans le Et versant voilà, c'est positif pour perdre du poids. Ouais. Alors, j'ai pas fini, bien sûr, mais en tout cas, j'en ai... Voilà.
Et à ce moment-là, comment tu fais pour... Parce que tu mentionnais, et je veux bien qu'on s'y arrête, le sujet du spectre autistique, mais qui est une découverte assez récente chez toi, qui est un peu paradoxale parce que tu dis aussi « j'adore les gens ». En fait, tu le dis, tu l'as dit dans des médias, etc. J'adore les gens. Et à la fois, tu as récemment découvert que tu étais sur un endroit du spectre autistique et que tu comprenais du coup certaines de tes réactions, mais que tu n'étais pas forcément encore en acceptation de ça. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer Ouais, c'est un diagnostic récent. Enfin, ça fait longtemps qu'on a évoqué ce diagnostic, mais moi, j'étais sûre que je n'avais pas de ça. Qui l'avait diagnostiqué? Enfin, qui avait des évoqué? médecins. Ok. Et donc, ils ont insisté, je dis, et presque par défi, j'ai dit, ok, allez, viens, je vais passer tes tests à la con, là, tu vas voir que je ne l'ai pas. Bon, bref. Donc là, c'est assez récent, je ne peux pas encore en parler vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que non, moi, je comprends mieux mes réactions aux gens. Et d'ailleurs, les gens autour de moi disent, mais c'est tellement évident. Alors, c'est un peu vexant. Là, quand on te dit ça, tu es là, ah oui, d'accord. Tous les gens avec qui je bosse et tout disent, mais aucun étonnement. Parce qu'on entend souvent ces tests pour des enfants en bas âge qui ont un développement moteur ou psychologique qui n'est pas forcément dans les clous. Sur les adultes, en fait, c'est des tests où concrètement, ça ressemble à quoi? Tu as toute une batterie de tests à la fois, enfin, tu en as plein. Mais c'est assez sérieux, parce que moi, je suis assez cartésienne, j'aime pas les trucs foireux. Ouais. Et c'est sérieux? Non, c'est sérieux. De toute façon, il n'y a aucun... Enfin, oui, effectivement, tout le monde est là. Même mon mec, il dit, putain, mais tellement. Mais tellement. Et donc là, tu disais que tu es dans l'écriture de la deuxième partie de ce livre, c'est-à-dire l'après, en fait. Tu dis que tu n'as pas fini, tu n'es pas encore à l'équilibre du poids que tu vas avoir. Comment on fait quand on est dans l'intensité pour ne pas tomber dans l'excès inverse? Parce qu'on sait aussi que quand tu as du poids à perdre, que tu perds du poids, il y a la satisfaction de voir jour après jour. Ah non, moi, pas du tout. Est-ce que tu y arrives? Mais alors, comment tu fais pour éviter le versant addict, justement? Ah non, j'aime trop bouffer. non, j'aime trop les plaisirs de la vie. Ah non, je voudrais avoir ce que mes copines ont. C'est-à-dire un plaisir, une jouissance dans le contrôle. Ça peut être l'orthorexie, quoi. Ouais, l'obsession de manger. Malheureusement, je n'ai pas du tout ça. J'essaie de l'attraper, ce truc. Pas du tout, ça va pas du tout. Non, moi j'aime trop bouffer. Mais tant mieux, ça veut dire que tu peux oui. maintenir un équilibre. Non, mais là, oui. Mais donc ça veut dire que cette perte de poids quand même... Moi, n'est pas jouissive non plus chez moi. Ça me fait pas plaisir. Ok. Mes copines, elles me disent, putain, j'ai perdu 2 kilos et tout, c'est trop cool. Mais tu dis quand même que tu te sens mieux de te sentir Ah non, délestée, voilà. plus agile. Bien sûr, mais j'arrive pas à trouver du plaisir dans le processus de rééquilibrage. Non. Mais tu es fière quand même de réussir? Fière, non, parce que c'est indépendant de ma volonté, puisque j'ai pas réussi pendant 10 ans. Donc je sens bien qu'il y a un truc qui m'échappe un peu quand même. Oui, mais là, tu réussis. Oui, mais je pourrais pas te parler de fierté quand même. Ok. Et quand on perd autant de poids, parce que là, tu as perdu 40 kilos 42. En finalement peu de temps. Quand même, 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est long. Comment on fait? Tu parlais de dissociation pour enlever, entre guillemets, l'identité de personnes obèses, parce que c'était le poids que tu avais, enfin le qualificatif lié au poids que tu avais, et pour, en fait, tu vois, se rapproprier son nouveau corps. Dans le miroir, est-ce que tu te vois comme la Anna que tu es là, ou est-ce que tu as... Non, c'est ça le problème, c'est que là j'ai un problème identitaire, c'est-à-dire que moi je me rappelle de moi avant, où j'étais pour le coup très bien gaulée, quoi. Il y a eu cette période-là, enfin tu vois, non, je sais pas qui je suis là aujourd'hui. Ouais. Mais ça va venir, là, j'ai le temps de réhabiter mon corps, mais non, je sais pas trop qui je suis là du tout. T'es toujours avec la toi d'avant ou non, même pas? T'es dans non, un je suis dans un no man's land. Non, je sais pas trop. Le rapport au travail que je mentionnais, qui a quand même été assez intensif dans ces années-là, est-ce que tu as changé des choses? Est-ce que tu as changé des paramètres qui sont liés, qui sont concomitants à cette perte de poids assez importante? Alors oui, j'ai appris à... C'est très cliché développement personnel de dire ça, mais j'ai appris à dire non et j'ai appris à m'entourer de bad cop. C'est-à-dire que moi, je suis très brave, donc je dis oui à tout, oui. Et puis je me suis mis à évoluer dans un monde où il y avait, alors je suis désolée parce que peut-être vous en faites partie, mais où il y a beaucoup de requins. À l'hôpital, au milieu des soignants, ça va, on n'est pas en danger. Et puis là, j'ai été retrouvée dans un monde de business, de trucs où tout d'un coup, il y a des intérêts économiques et tout, chose que je ne maîtrisais pas du tout. Et donc, je me suis fait rouler, je me suis fait complètement dépouiller. Et donc là, maintenant, j'ai des bad cops à côté de moi qui m'aident. Et donc oui, ça m'a permis ça, par exemple. Donc c'est des gens de confiance? Des gens de confiance qui travaillent avec moi et qui défendent mes intérêts un peu. Ok. Et toi aussi, tu as pris des réflexes que tu n'avais pas forcément avant? Oui, par exemple, j'arrive à dire non. Ok. C'est très dur. Donc en fait, je dis non, je suis désolée, je ne suis pas disponible. Comme ça, je fais la morte. Et ça me permet de dire non dans un second temps.
Mettre des garde-fous et... Ouais, non, parce que sinon, c'est pas possible. C'était pas possible. Puis sinon, après, je disparais de la circulation, je fais la fuite, c'est mon mécanisme. Donc ça, c'est pas bien non plus. Oui, ça dépend comment tu le fais. Mais bon. Non, c'est pas bien. Tu veux dire de faire un no-show, enfin, c'est-à-dire Ouais, de ghoster. De ghoster. Genre, il n'y a plus de réponse. Plus de silence, plus rien, plus d'image. C'est mal de faire ça, je l'ai fait plein de fois. Les gens qui je l'ai fait, désolé. Oui, bon, on se pardonne, je pense. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le rapport à l'ambition ? L'ambition. T'as pas vu venir ? Non. J'adore. Alors en fait, sur le podcast, c'est toujours une des questions du podcast qui est un peu la question signature. Mais j'avoue que c'était sans transition. C'est en fait, moi j'ai commencé ce podcast en me disant je voudrais réexplorer la notion d'ambition au travers de femmes hyper différentes. Parce que j'en avais marre de voir des femmes qui s'excusaient d'être ambitieuses comme si c'était négatif, alors que pour moi c'était avoir le courage d'oser se réaliser quoi qu'on fasse. Est-ce que tu as déjà un peu pensé ce mot ? Est-ce que tu t'es déjà considérée comme ambitieuse ou pas du tout ? Quelle est la perception que tu as du mot aujourd'hui ? Alors non, c'est que moi j'ai vraiment... Alors je dois être ambitieuse parce que moi j'ai toujours eu, depuis toute petite fille, l'idée, l'absolue volonté de laisser une trace après ma mort. Donc ça, je pense que c'est l'ambition. C'est-à-dire qu'après ma mort, il ne reste pas rien d'Anna Roy. Donc je voulais l'inscrire dans les livres, je voulais l'inscrire dans les enfants, dans les familles, etc. Donc non, je pense que ça c'est de l'ambition. Voilà. Oui, laisser sa trace, effectivement. Et ne pas disparaître après ma mort. Alors, par les enfants que j'allais avoir et tout ça. Justement, on parle de l'après et des enfants. Toi, tu en as eu 2. Tu as vu beaucoup de femmes, évidemment, dans la maternité, avant, pendant, après. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ? J'ai arrêté de perdre beaucoup de temps. Et je dirais que je suis moins disponible. C'est pas que positif. Et à la fois, c'est positif parce que j'ai gagné du temps, que je suis devenue plus audacieuse, presque. Et à la fois, je suis moins disponible. Ils occupent quand même une énorme bout de mon cerveau. Et donc, mais après, quand ils grandissent, là, plus ça va, mieux ça va. C'est-à-dire plus j'arrive à retrouver de l'espace de cerveau disponible. Mais pendant quand même, là, quelques années, ils m'ont bien accaparé la tête. Ouais, un peu moins de charge mentale maintenant, mais... Ouais, ça commence à s'alléger. Et toi qui as vu les femmes faut pas aussi... replonger dans un 3e et un 4e, mais ça, c'est encore autre chose. Ah, bah... Ouais, mais du coup tu replonges. Tu repars pour un tour, oui, ça c'est sûr. Ça. Et toi qui as vu beaucoup de femmes devenir mères, quel regard t'as, pour le coup externe, sans parler de ton expérience personnelle, quel regard t'as sur les femmes, la maternité, enfin tout ce que tu as pu voir et toutes les variantes possibles qui existent dans ces... Alors, il n'y a pas une mère qui ressemble à l'autre, mais quand même, ce que je dirais, c'est que c'est une vraie... quand même une vraie épreuve. Enfin, c'est-à-dire que s'il y a une forme d'égalité et de choses qui vont à peu près entre les hommes et les femmes, à part les questions de violence et tout, hein, bien sûr, je mets ça à part, jusqu'à ce qu'elles aient un enfant, une fois qu'elles ont un enfant, tout fout le camp. Alors, j'espère qu'il y a je ne sais pas si tout le monde a des enfants ou pas, parce que ça fait peur ce que je dis, mais c'est-à-dire que quand même, on absorbe l'immense majorité de la charge domestique et parentale, on absorbe... Enfin, c'est fou. Et donc, la vie des femmes, je trouve quand même, il faut le dire, devient dure une fois qu'elles ont des enfants. Et je pense que la baisse de la natalité qu'on a là, elle vient de ça. C'est qu'en fait, on demande trop aux femmes, quoi, aujourd'hui. Elles doivent être des épouses parfaites, elles doivent être des mères parfaites, elles doivent être des travailleuses parfaites, elles doivent être des bonnes femmes de maison parfaites. Enfin, tu te dis, les meufs, elles disent non, je peux pas, en fait. Oui, donc, c'est pour ça qu'elles n'en ont pas 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7. Ouais. Alors, ce qui est vrai, c'est que la parole circule, qu'il y a plein de choses qui ont été faites et que c'est... Enfin, il y a plein de choses très positives. Mais de fait, concrètement, quand je vois mes patientes, non, je trouve que ça n'évolue pas du tout. Je trouve qu'elles portent toujours autant et presque je trouve qu'elles portent de plus en plus. Il y a de plus en plus d'injonctions, mais sur tous les fronts. Oui, c'est ça. Et en plus, maintenant, il y a des injonctions à l'éducation. Il faut éduquer ses enfants comme ci, comme ça, et qu'ils soient parfaits, qu'ils fassent de la diversification menée par l'enfant, qu'on se mette à 4 pattes pour dire la prise, ce ne sera pas possible. Enfin, je veux dire, les femmes, c'est un truc de fou, ce qu'elles absorbent. Donc non, je trouve que ça ne va pas mieux. Alors, à part dans des milieux extrêmement protégés, où effectivement, elles ont de quoi payer des gens qui vont absorber les tâches domestiques et parentales. Et d'ailleurs, celles-là même m'ont dit pendant le Covid, alors qu'elles n'avaient plus de gens plus de nounous et plus de femmes de ménage, m'ont dit, mais en fait, Anna, j'ai compris ce que vous disiez sur les mères, c'est l'enfer. Je dis, ah oui. Toi, tu bossais pendant le Covid ? Ouais. Et donc, non, c'est quand même, pour les femmes, il ne faut pas mentir, c'est évidemment éminemment dur d'être mère et bosseuse, et nanana. C'est assez terrible comme constat de se dire ça encore en 2025 de manière aussi tranchée, parce qu'au fond, je pense que tu as plutôt raison, même si les expériences de chacune sont différentes. Et je crois qu'il y a 10 heures d'écart par semaine, alors enfants ou pas d'ailleurs, au global, sur l'écart des tâches domestiques gérées par les femmes et par les hommes. Oui, mais ça explose quand on a des enfants. Hein. Ça explose quand on a des enfants. C'est-à-dire que le delta, il est puis... Et c'est multifactoriel parce que de fait, l'investissement de la mère, puisqu'elle porte l'enfant, est déjà in utero avant que l'enfant soit là,
plus important. Par exemple, elle se renseigne plus, tu vois, sur de le nouveau-né, sur plein de choses. S'il y a un parcours d'infertilité, c'est elle qui le Voilà. gère parce que c'est dans son corps. Après la grossesse, ça va être difficile de le faire gérer par quelqu'un d'autre. L'accouchement, c'est pour sa pomme. Le postpartum corporel et psychique, c'est pour sa pomme. Enfin, de toute façon, quoi qu'on fasse, moi je veux bien, mais il y a un delta. Et après, il y a aussi le côté besoin d'être parfaite et sur tous les plans. Où j'ai l'impression que c'est quand même moins masculin. Et où on s'inflige souvent aussi une charge supplémentaire en se disant il faut que les bodies soient arrangés dans tel ordre. Mais parce qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Pourquoi ? Faut pas se dire, c'est pas seul. Parce qu'on dit oui, c'est parce que les femmes, elles sont trop... Non, je fais volontairement un peu un cliché, mais pourquoi tu dis on n'a pas trop le choix ? Parce que j'ai bien vu, il y a des femmes qui ont fait l'expérience de vraiment dire ok, vas-y, gère. En fait, c'est pas géré, quoi. Ça dépend des mecs qu'on a, mais... Je veux dire, de fait, faut mieux choisir ses mecs. Mais j'ai une patiente que j'adorais, qui j'étais très proche, qui a dit je vais pas gérer les vaccins, je vais pas gérer le suivi de santé, tout. Pas de vaccin. Bah non. Enfin, il y avait rien, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait pas d'inscription à la crèche, il y avait rien. Enfin, c'était le néant, quoi. Donc, alors après, bien sûr, il y a des hommes exceptionnels, évidemment. Mais globalement, si on veut dresser, et je pense que la baisse de la natalité, c'est ça. C'est too much. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est dans nos générations, si je prends la tranche, en tous les cas, 30-45, que pour que ce soit un peu équitable, c'est un peu un combat. C'est-à-dire qu'il faut imposer, pas parce que les mecs sont des nuls et parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'en fait, en plus, la tranche 30-45, ce sont des hommes qui ont évolué dans des schémas assez patriarcaux où l'homme bossait et la femme faisait le maximum, qui ont envie de changer parce qu'ils sont plutôt modernes dans leur tête, mais ils ont dans leur esprit l'image du père qui faisait pas grand-chose. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un combat permanent d'imposer, exactement. En fait, de mettre ses limites. Des fois, se battre à la maison, c'est plus fatigant que de... Voilà. C'est sûr. Est-ce que, pour terminer, avant de prendre les questions, tu as envie de nous parler de quelque chose qui t'occupe particulièrement en ce moment, un coup de gueule, un coup de cœur, ça peut être ce que tu veux, quelque chose que tu as envie de partager dans le cadre de cette conversation. Oh là là, j'en sais rien du tout. J'ai aucune idée. Non, moi, je reste quand même une éternelle optimiste. À la fois, il y a plein de choses qui vont mal, mais en même temps, je me dis qu'il y a plein de choses chouettes qui changent. Et pour les femmes en particulier. Enfin, on n'a pas le cul sorti des ronces, c'est moi qui vous le dis. On n'a pas le cul sorti des ronces ? Ouais. Attends, ce sera le mot de la fin. Merci Anna. Merci à vous. Non.